C'est même un illustre voisin. Et Pascal avec Fermat, Bruno l'a dit aussi, parce qu'ils ont eu une correspondance brève qui a duré, enfin du moins pour ce qu'on en sait, parce que vous savez que beaucoup de lettres devaient être perdues, qui a duré de 1654 à 1660, mais qui a été très dense et qui est faite de lettres absolument magnifiques, enfin de mon point de vue en tout cas, et qui méritent qu'on les lise au moins tout ce qui est la partie humaine, relationnelle, le respect mutuel entre Pascal et Fermat. Elles méritent d'être lues comme vraiment des œuvres littéraires, les deux, que ce soit de la part de Pascal, on le sait, et aussi de la part de Fermat. Voilà. Alors, Fermat avait désiré rencontrer Pascal. Je le dis maintenant, j'ai quand même choisi pas mal d'extraits de lettres que je vais lire avec vous, parce qu'elles parlent toutes seules, ces lettres. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de commentaires, et elles montrent bien ce que je disais au début. Donc Fermat écrit à Pascal en 1660, « Dès que j'ai su que nous sommes plus proches l'un de l'autre que nous n'étions auparavant, je n'ai pu résister à un dessein d'amitié dont j'ai prié M. de Carcavie d'être le médiateur. En un mot, je prétends vous embrasser et converser quelques jours avec vous. Mais parce que ma santé n'est guère plus forte que la vôtre, j'ose espérer qu'en cette considération, vous me ferez la grâce de la moitié du chemin et que vous m'obligerez de me marquer un lieu entre Clermont et Toulouse. Clermont, Pascal est à ce moment-là dans la propriété de son beau-frère et il doit aller prendre les eaux dans les environs. Donc un lieu entre Clermont et Toulouse où je ne manquerai pas de me rendre vers la fin de septembre ou le commencement d'octobre. Si vous ne prenez pas ce parti, vous courez le risque de me voir chez vous et d'y avoir deux malades en même temps. J'attends de vos nouvelles avec impatience et suis, de tout mon cœur, tout à vous. » Alors, la réponse de Pascal, eh bien, vous l'aurez à la fin de l'exposé. On a déjà dit qu'ils ne se sont pas rencontrés, donc vous imaginez que c'est une réponse négative. Alors, avant de parler de ces lettres, j'ai voulu faire un parallèle ou mettre en opposition plutôt la vie, le contexte de vie de Blaise Pascal et celui de Pierre de Fermat. Alors, vous m'excuserez parce que c'est un peu schématique, mais j'ai essayé de mettre en évidence ce qui me paraissait essentiel. Déjà, la famille, le père, la famille de Blaise Pascal, c'est une famille de la magistrature, de la haute magistrature. Étienne Pascal était magistrat à la cour des aides de Montferrand. La mère de Blaise Pascal, Antoinette Bégon, était aussi fille d'un collègue au Parlement d'Auvergne. Malheureusement, elle est décédée quand Pascal était très jeune, vers 3 ans. Alors que du côté de Fermat, on est dans une famille de gros marchands, dans une famille de ce qu'on appelait à cette époque des trafiquants, c'est-à-dire qu'on achète et on vend toutes sortes de marchandises. C'était une entreprise très prospère. On sait qu'ils avaient beaucoup de propriétés dans la région de Beaumont-de-Lomagne, qui est donc à quelques 30 km d'ici. Et le père, donc Dominique Fermat, était consul de la ville à plusieurs reprises. Quant à la mère, j'ai marqué la mère probable parce qu'il y a un litige sur 2 mères possibles qui ont été les 2 épouses de Dominique Fermat. Claire Delon, qui est d'une famille protestante montalbanaise,
Et la famille a toujours vécu à Beaumont, alors que du côté de Pascal, de Clermont, ils sont partis vivre à Paris, et c'est très important, évidemment, puisque c'est la capitale intellectuelle. Et après quelques années passées à Rouen, Blaise Pascal est revenu également à Paris. Pascal ne s'est jamais marié, enfin que je sache. Pierre de Fermat a épousé une cousine lointaine, Louise Delon, qui était fille d'un parlementaire en 1631, et il a eu 8 enfants. C'est important parce que Fermat va s'élever dans la hiérarchie sociale en embrassant la profession de magistrat, comme on le verra tout à l'heure. Au niveau de la religion, je ne vais pas m'étendre sur la famille Pascal, qui découvre le jansénisme. Jacqueline, la jeune sœur de Blaise Pascal, se retire à Port-Royal en 1652, et Blaise y fait aussi plusieurs retraites. Quant à Fermat, alors ce que je n'ai pas dit, chez Fermat c'est très compliqué, parce que autant la vie de Blaise Pascal est documentée par sa famille proche, notamment par sa sœur aînée, qui a écrit une vie de Monsieur Pascal, autant autour de Fermat, il y a beaucoup de mystères. Fermat lui-même ne dit rien et on ne sait pas grand-chose non plus de lui. Il est catholique, c'est sûr, parce qu'il n'aurait pas pu être magistrat au Parlement de Toulouse s'il n'avait pas été catholique. Mais vous voyez que son épouse est d'une famille protestante et que d'autre part, à Toulouse, Fermat est lié à l'archevêque de Toulouse, Charles de Montchal, et Charles de Montchal a des sympathies pour le jansénisme. Donc, je conclurai peut-être que Fermat est relativement ouvert aux différentes religions du moment. On ne sait pas non plus où Fermat a fait ses études, peut-être chez les jésuites, on n'en sait rien. Il a fait son droit à Orléans, il a reçu le diplôme de bachelier de droit civil et ensuite il est revenu à Toulouse où il a été bachelier agrégé en 1631, l'année de son mariage. Et après, il a été magistrat au Parlement de Toulouse, il est passé un peu par toutes les chambres, mais il n'est pas sorti de sa ville, sauf pour aller à la chambre de l'édit de Castres. Vous savez que la chambre de l'édit, c'était une chambre où les magistrats étaient moitié catholiques, moitié protestants, et cette chambre était chargée de juger les litiges justement entre catholiques et protestants. Alors c'est encore un signe que Fermat était intéressé par la religion réformée, parce qu'il s'est fait nommer à la chambre de l'édit de Castres à 9 reprises, à partir de 1638, et en employant les grands moyens, c'est-à-dire en usant de toutes ses connaissances, disons, importantes. Voilà. Quant à Blaise Pascal, il n'est jamais allé, il a toujours été éduqué par son père, Étienne Pascal, qui était quelqu'un de très très intéressé par les sciences, en particulier par les mathématiques. Et ce qui est important, c'est qu'Étienne Pascal faisait partie d'un cercle de savants, parce que je pense qu'on peut parler de savants encore à cette époque, de savants parisiens, dont je reparlerai tout à l'heure. Fermat manque de temps, c'est ce qu'il dit toujours, pour faire ses mathématiques. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est un alibi? On ne sait pas trop. Mais c'est sûr qu'il a des vacances du Parlement au mois de septembre et au mois d'octobre. Quant à Blaise Pascal, habitant Paris, eh bien, il participe au débat intellectuel de son temps dès 12 ans. Et il bénéficie, comme je l'ai écrit, du dynamisme de la capitale, puisque, en fait, tout se passait en France
à Paris, quasiment. Et de l'autre côté, Fermat, eh bien, du côté des sciences, il n'y a pas grand monde pour rivaliser avec lui. Je dirais même qu'il y a personne. Et à part la Louverre, qui a eu une controverse avec Pascal au sujet de la roulette, eh bien, l'environnement est pauvre. Par contre, dans le domaine des lettres, il y a un dynamisme à l'Académie de Castres en particulier, et aussi à Toulouse autour de l'archevêque de Montchal. Voilà. Bon, la nature de l'œuvre, vous savez que Pascal a été philosophe, inventeur, homme de science, moraliste, etc., etc., et que ce qui est important dans l'œuvre de Pascal, c'est cette unité de pensée, c'est-à-dire que ses idées, par exemple ses idées scientifiques sur l'infini ou autres, traversent toutes les disciplines. Du côté de Fermat, alors Fermat, on le connaît actuellement comme mathématicien uniquement. D'ailleurs, c'est certainement le ou un des plus grands mathématiciens de son époque, c'est-à-dire de la première moitié du XVIIe siècle. Il a fait aussi quelques travaux de physique, mais c'est toujours dans une optique de travailler en mathématicien. Et à son époque, de son vivant, il était très prisé comme philologue. Fermat a suivi des humanités classiques, il parlait, le grec, ça n'avait pas de... Enfin, il parlait, si on peut dire, puisque ce sont des langues mortes, grec, latin, espagnol, etc. Il ne parlait pas anglais. Et il a fait quelques poèmes en latin, quelques poèmes en espagnol, mais enfin, tout ça, c'est oublié. Aujourd'hui, quand on parle de Fermat, c'est uniquement le mathématicien que l'on évoque. Alors, comment les replacer dans leur temps, Fermat et Pascal? Alors, vous voyez que sur cette diapositive, j'ai mis très peu de portraits. Évidemment, ça ne correspond pas à la réalité, puisqu'il y avait énormément de savants en Europe à cette époque qui échangeaient entre eux. Donc, j'ai positionné Galilée et Descartes parce que ce sont des personnages de référence, disons. Et ce qui m'intéresse, et après, je n'ai noté que les savants qui entrent dans l'histoire du calcul des probabilités avec Pascal et Fermat. Alors, il y a une date, enfin une période qui est très importante, c'est la période de 1660, parce qu'elle marque un basculement dans la manière de communiquer des savants. À cette date, en 1660, est fondée la Société royale de Londres. Quelque temps après, une revue paraît, les Philosophical Transactions, de la Société royale de Londres. En 1666, c'est l'Académie royale des sciences qui est fondée sous l'égide de Colbert. Et en 1665, paraît le Journal des savants, dont l'objectif est de dire ce qui se passe d'important dans la République des lettres. Auparavant, avant 1660, vous n'avez pas ce type de revue. Et les relations entre les savants doivent évidemment se faire d'une autre manière. Alors c'est là qu'entre en jeu un personnage très très important qui est Marin Mersenne, qui meurt en 1648. Marin Mersenne, c'est un moine minime. Il s'installe au couvent des Minimes de Paris en 1619 et il n'a de cesse que de réunir les savants afin de faire partager les nouveautés dans les sciences de manière générale et en particulier en mathématiques. Il crée ce qu'on a appelé l'Académie Mersenne, une académie qui dit
entre guillemets, toute mathématique. Et cette académie, elle se met en activité vers 1635. Et c'est dans cette académie Mersenne que se réunissent des gens comme Étienne Pascal, comme Gilles Personne de Roberval, sur lequel je reviendrai. Et ce sont des réunions plutôt informelles chez les uns, chez les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une académie au sens où on entendra le mot après comme l'Académie royale des sciences institutionnelle. Donc cette académie, c'est une académie qui, selon les mots de Mersenne, profite uniquement à quelques savants. Évidemment, les Parisiens ou les savants qui viennent à Paris, qui passent quelque temps et qui fréquentent ce cercle. Et Mersenne veut créer une autre forme d'académie qu'il appellera lui-même une académie par lettres. Cette académie par lettres, parce qu'il dit, bon, dans l'académie, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne profite qu'à un nombre restreint de personnes. Et on s'y échauffe beaucoup, dit-il. Alors, dans l'académie par lettres, je peux vous dire qu'on s'y échauffe aussi beaucoup. Parce que si on regarde la correspondance entre Descartes et Fermat, par exemple, ce n'est pas toujours très sympathique. Donc cette académie par lettres, eh bien, ça va être très important parce que Mersenne, bon déjà Mersenne c'est un personnage éclairé qui est partisan de la nouvelle science, c'est-à-dire contre la scolastique, qui prône l'expérience dans les sciences, l'observation et l'expérience dans les sciences, et qui prône aussi la coopération entre savants. Que des idées qui ont été débattues à la fin, enfin, au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, par le chancelier Bacon, et que Fermat reprend à son compte. C'est par la coopération qu'on arrivera à faire avancer la science. Voilà. Donc voilà ce que pour Marin Mersenne. Et Marin Mersenne meurt en 1648 et il est remplacé, si je puis dire, par un personnage dont on a parlé dans la lettre, qui s'appelle Pierre de Carcavie. Pierre de Carcavie, c'est un Lyonnais, mais qui est devenu magistrat à Toulouse et qui a été un collègue de Fermat. Avec Fermat, je pense à Toulouse, ils se sont liés tous les deux d'amitié, ils correspondront ensuite tout le temps de la vie des deux personnages, lorsque Carcavie ira à Paris, où il devient intendant du duc de Liancourt, et où il s'occupe ensuite de la bibliothèque de Colbert et de la bibliothèque du roi. Il est garde de la bibliothèque du roi. Voilà. Donc, Carcavie, il est lié d'amitié à Fermat. Il est lié aussi à Pascal parce que l'entourage du duc de Liancourt est proche du jansénisme aussi. Donc, vous voyez, c'est un peu des connivences, mais de nature différente. Pourquoi j'insiste sur Carcavie? Parce que les lettres de Pascal et de Fermat commencent en 1654, et donc Mersenne, à ce moment-là, est décédé. Voilà. Alors, on est dans la première moitié du XVIIe siècle, c'est une époque qui est bouillonnante à tout point de vue, et dans les sciences, il y a des tas de nouvelles idées qui apparaissent, qui sont liées à ce désir de mathématisation de la nature, qui a été formulé très clairement par Galilée, mais qui était déjà en marche un peu avant. Et donc, par exemple, au niveau de l'étude sur le mouvement, des mouvements à la fois célestes et terrestres, eh bien, on va voir s'imposer petit à petit l'infini dans les sciences, de manière assez pragmatique et assez informe au début. Et tout cela sera peaufiné et mis en place après, surtout à partir fin du XVIIe et surtout XVIIIe siècle. Voilà. Donc voilà le contexte dans lequel
Pascal et Fermat évoluent dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors, cette académie par lettres, j'ai recherché par rapport à Toulouse où était Fermat et à Paris, la poste aux lettres, ce qu'on appelait la poste aux lettres au XVIIe siècle, s'organise avec des bureaux de poste, avec des relais de poste, bien sûr, pour les chevaux. Mais vous voyez, les départs de courrier sont assez peu nombreux et l'acheminement est assez lent, mais enfin, pas forcément plus lent qu'aujourd'hui. Et par exemple, entre Paris et Toulouse, à Paris, le courrier pour Toulouse part le mercredi, chaque mercredi, et dans l'autre sens, à Toulouse, le courrier pour Paris part chaque dimanche. Et j'ai compté en regardant les lettres que souvent, bon évidemment il faut qu'ils répondent à leurs correspondants assez vite, mais qu'en environ 3 semaines, entre une lettre et sa réponse, c'est quelque chose d'assez courant. Alors ces lettres, elles nous disent énormément de choses, bien sûr, sur tout ce qui se passe intellectuellement, mais elles nous disent beaucoup plus. Elles disent des choses sur les gens, sur leur vie, sur leur maladie, et elles nous disent aussi que ces lettres, on en a perdu beaucoup. Alors voilà, un extrait de lettre de Carcavie à Huygens, qui date de 1659. « J'attendais monsieur de répondre à ce que vous m'avez demandé pour monsieur de Witt, enfin peu importe les personnes, touchant ce qu'il désire de monsieur Fermat, mais je ne pouvais trouver mes papiers que j'avais prêtés à monsieur Bouliot, dont je ne me souvenais plus et qu'il m'a rendu du depuis. » Et ça, des exemples comme ça, vous en trouvez, je dirais, vulgairement à l'appel. Donc, c'est important par rapport à la correspondance entre Pascal et Fermat, parce qu'on sait que des lettres ont été perdues. Alors voilà les lettres qu'ont échangées, enfin à notre connaissance, aujourd'hui, Pascal et Fermat. Une lettre, celles qui ont des astérisques, ce sont celles qui ont été conservées dans les papiers de Fermat et qui ont été publiées ensuite, en 1679, par le fils de Fermat, qui a réuni ce qu'il a pu pour éditer les Varia Opera Mathematica de son père. Donc, il y a 4 lettres qu'on a retrouvées dans les papiers de Fermat, les autres ont été retrouvées dans l'entourage de Pascal. Et Fermat, en fait, vous voyez que j'ai écrit correspondance Pascal, Fermat, Carcavie. Parce qu'en fait, c'est une correspondance à 3. Parce que sans Carcavie, eh bien, on n'aurait pas eu tous ces échanges. Carcavie s'intéresse aux sciences, mais c'est surtout un intermédiaire qui permet de mettre en relation les savants. Et c'est Carcavie qui a présenté, disons, Fermat et Pascal. Et Fermat était très attaché à Carcavie, on l'a dit, et avait énormément d'estime pour Pascal, parce qu'il écrit « L'amitié qu'il m'offre m'est si chère et considérable que je crois ne devoir point faire difficulté d'en faire quelque usage en l'impression de mes traités. Si cela ne vous choquait point, vous pourriez tous deux procurer cette impression, de laquelle je consens que vous soyez les maîtres. Vous pourriez éclaircir ou augmenter ce qui semble trop concis et me décharger d'un soin que mes occupations m'empêchent de prendre. Je désire même que cet ouvrage paraisse sans mon nom. » Donc c'est la preuve d'une grande confiance. Je pense que Fermat était pris par le temps, mais qu'il n'était pas très intéressé non plus par une publication en règle de ce qu'il écrivait, où quand même, très souvent, il omettait les démonstrations. Alors, cette mathématique du hasard, donc datée 1654, c'est la question en fait. Est-ce que 1654 marque le début de ce qu'on a appelé le calcul des probabilités?
c'est le chevalier de Méré, Antoine Gombault, qui a mis la puce à l'oreille à Pascal en lui posant un problème de jeu de hasard. Alors, ce chevalier de Méré, c'est un homme de salon, c'est un écrivain, et il est connu pour ses essais sur l'idée d'honnête homme au XVIIe siècle. Et c'est aussi un joueur, un très grand joueur. C'est une époque avant 1654, disons 1651-1654, qu'on a appelée parfois l'époque mondaine de Pascal. C'est une époque où Pascal, justement, fréquente les salons et a des discussions de ce type avec le chevalier de Méré et d'autres mondains. Alors voilà, le chevalier de Méré pose des problèmes à Pascal sur les jeux de hasard. Ménage dit du chevalier de Méré, Jean Ménage, dans sa dédicace aux observations sur la langue française, « Quand je vins à Paris, la première fois, vous étiez un des hommes de Paris le plus à la mode. Votre vertu, votre valeur, votre esprit, votre savoir, votre éloquence, votre douceur, votre bonne mine, votre naissance, vous faisaient souhaiter de tout le monde. » C'était vraiment un personnage du monde. Voilà. Et Pascal écrit à Fermat, c'est une phrase qu'on répète souvent, qui est assez connue parce qu'elle est assez savoureuse. Il a très bon esprit, mais il n'est pas géomètre. C'est, comme vous le savez, un grand défaut. Et il dit même, il ne veut pas comprendre qu'une ligne, on peut la diviser à l'infini. Et il dit à Fermat, mais si vous le persuadiez de cela, vous le rendriez parfait. Alors voilà les deux problèmes posés par le chevalier de Méré à Pascal. Le premier problème, je n'en parlerai pas, c'est un problème sur les dés. Et le deuxième problème, c'est celui qui nous occupe, que Pascal estime beaucoup plus compliqué que le premier. Le premier, le chevalier de Méré, il n'a pas réussi à les résoudre. Et tel qu'il est présenté par Pascal, le voilà. On a deux joueurs qui jouent un jeu de pur hasard. Le premier qui gagne, par exemple, 3 parties, gagne l'enjeu. Chacun a misé 32 pistoles au jeu. 32 pistoles, ça fait 320 livres. En tout, 640 livres. Alors j'ai essayé de regarder, c'est une somme rondelette qu'ils ont misée. Or, eh bien, le jeu est interrompu, on ne sait pourquoi, avant que l'un des deux ait gagné 3 fois. Par exemple, il est interrompu au score 1-0. Alors, il y a 2 solutions. Soit on dit le jeu est interrompu, donc chacun reprend ses sous et s'en va. Soit on dit quand même le premier, il avait gagné une partie, le second, 0. Donc, ce serait équitable que le premier reparte avec davantage d'argent que le second. Comment répartir équitablement l'enjeu entre les joueurs? Et ce qui est important aussi, c'est sous-entendu que si jamais le jeu reprend, ou si on le fait reprendre par quelqu'un d'autre, eh bien, chacun misera, et ce sera équitable, la somme qui lui a été versée. Donc, c'est un problème, alors ça s'appelle déterminer le parti. Le parti, c'est un mot qui nous vient de loin, mais qui était très utilisé au Moyen-Âge et à la Renaissance comme synonyme de diviser. On disait partir 32 par 4, par exemple. Donc, le parti, c'est le partage. Voilà. Et c'est donc un problème qui est un problème de décision. Comment partager l'enjeu dans un contexte où l'avenir est incertain. Alors, Robert Wahl, dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, que j'avais noté dans ma chronologie, Robert Wahl, c'est, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, un enseignant-chercheur. Il est professeur au Collège Royal, et c'est assez rare, en fait. Il gagne sa vie en enseignant, et c'est un grand mathématicien aussi. Et Robert Wahl
pensait qu'il était absolument impossible de rationaliser des événements dépendants, des événements contingents, disons. Voilà. Alors, Pascal écrit le traité du triangle arithmétique. Bon, on pourra en parler, mais là, je ne voudrais pas insister là-dessus. Voilà le triangle arithmétique, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien, c'est un triangle dans lequel on voit les combinaisons de P objets parmi N et qui se construit avec un algorithme. Et c'est le triangle arithmétique qu'on a dans l'édition de Pascal. Alors, ce triangle arithmétique, le traité du triangle arithmétique, Pascal le met en place en même temps qu'il communique avec Fermat. Et sans doute que les discussions très fructueuses avec Fermat ont fait avancer les choses de ce côté-là. Mais pourquoi je cite le traité du triangle arithmétique? Parce que dans les lettres, Pascal ne dit rien. Mais là, il pose vraiment le problème en termes, disons, juridiques. Pour entendre la règle des parties, la première chose qu'il faut considérer est que l'argent que les joueurs ont mis au jeu ne leur appartient plus. Mais comme c'est une loi volontaire, ils la peuvent rompre de gré à gré. Et ainsi, en quelques termes que le jeu se trouve, ils peuvent le quitter et, au contraire de ce qu'ils ont fait en y entrant, renoncer à l'attente du hasard et rentrer chacun en la propriété de quelque chose. Et en ce cas, le règlement de ce qui doit leur appartenir doit être tellement proportionné à ce qu'ils avaient droit d'espérer, de la fortune, du hasard, que chacun d'eux trouve entièrement égal de prendre ce qu'on lui assigne ou de continuer l'aventure du jeu. Et cette juste distribution s'appelle le parti, ce qui résume beaucoup mieux que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'on peut reprendre le jeu une fois qu'on a fait le partage. Alors la première lettre dans laquelle Pascal écrit à Fermat, c'est la lettre du 29 juillet 1654. C'est une lettre très longue et Pascal, en fait, a reçu la méthode de Fermat, mais c'est une lettre qu'on a perdue. Donc, dans cette lettre du 29 juillet, Pascal va décrire sa propre méthode pour résoudre le problème, et ensuite, il va décrire la méthode de Fermat. Et c'est très intéressant parce qu'on a le point de vue de Pascal sur la méthode de Fermat. L'impatience me prend aussi bien qu'à vous, et quoique je sois encore au lit, il est malade, hein, Pascal, vous le savez. Je ne puis m'empêcher de vous dire que je reçus hier au soir, de la part de M. de Carcavie, votre lettre sur les parties, que j'admire si fort que je ne puis vous le dire. C'est la lettre donc, dont je parlais qu'on a perdue. Votre méthode est très sûre, et est celle qui met la première venue à la pensée dans cette recherche. Alors ça, c'est de bonne guerre. Quand on reçoit la méthode, une démonstration de quelqu'un, c'est de bonne guerre de dire « Ah oui, mais c'est très bien, je la comprends très bien parce que je la connaissais, en fait, j'y avais pensé. » Mais parce que la peine des combinaisons est excessive, j'en ai trouvé un abrégé, proprement une autre méthode bien plus courte et plus nette, que je voudrais vous pouvoir dire ici en peu de mots. Car je voudrais désormais vous ouvrir mon cœur, s'il se pouvait, tant j'ai de joie de voir notre rencontre. Je vois bien que la vérité est la même à Toulouse et à Paris. Alors, je vais vous expliquer la méthode de Pascal. Donc, il a dit, vous vous rappelez, on est à 1, 0. Et il commence en disant, supposons que le premier ait 2 parties et l'autre une. Alors, il joue maintenant une partie. Donc, ils sont 2 à 1. Il joue maintenant une partie dont le sort est tel que si le premier la gagne, il gagne tout l'argent, puisqu'il aura 3 parties et que c'est un jeu en 3 parties. Et s'il la perd, ils seront 2 à 2. Et par conséquent, s'ils veulent se séparer,
il faut qu'ils retirent chacun leur mise puisqu'ils sont à égalité. Donc voilà le problème. D'un côté, le joueur que j'appellerais A 64 pistoles, et de l'autre, il n'en a que 32. Donc Pascal continue en disant « Considérons donc, monsieur, que si le premier gagne, il lui revient 64, s'il perd, il lui appartient 32. Donc s'ils veulent ne point hasarder cette partie et se séparer sans la jouer, le premier doit dire « Je suis sûr d'avoir 32 pistoles, car la perte même me les donne. Mais pour les 32 autres, peut-être je les aurai, peut-être vous les aurez. Le hasard est égal. Le hasard est égal, ça veut dire ils ont autant de chances l'un que l'autre de gagner. Partageons donc ces 32 pistoles par la moitié et me donnez outre cela mes 32 qui me sont sûrs. Il aura donc 48 pistoles et l'autre 16. Et donc, voilà le gain au niveau de 1. Alors, on remarquera que 48, en fait, c'est 64 plus 32 divisé par 2, et 16, c'est 0 plus 32 divisé par 2. Donc, on fait la moyenne arithmétique. Alors, les deux principes, qu'il exprime dans le triangle arithmétique, c'est que chacun donc prend ce qu'il est certain d'obtenir et que ce qui est soumis au hasard est partagé par moitié, quand il y a autant de hasard pour l'un que pour l'autre. Donc, vous voyez, il remonte. Bon, j'ai mis une flèche qui va vers le haut. Il remonte et il dit maintenant, bon, je vais aller un peu plus vite, supposons que nous soyons maintenant à 2 à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la partie suivante, c'est 3-0 ou 2-1. 3-0, je connais la distribution. 2-1, je viens de la calculer. Donc, on aura, par la même règle, on partagera 64 plus 48 en 2 et 16 plus 0 en 2 parties. Le premier aura donc 56 pistoles et le second en aura 8. Et enfin, il arrive à 1-0 et il raisonne exactement pareil et il arrive au résultat qu'il cherchait au départ, c'est-à-dire 44-20 en procédant exactement de la même manière. Alors, ce qu'on remarque déjà, parce qu'après c'est comme ça que les mathématiciens raisonneront, c'est le nombre de parties qui restent à gagner qui est important et non pas le nombre de parties engrangées. Par exemple, si vous êtes à 1-0 en 3 manches, c'est exactement le même contexte que si vous étiez à 2-1 en 4 manches. L'arbre serait le même. Donc, il écrit dans le triangle arithmétique, il ne faut proprement avoir égal qu'au nombre de parties qui restent à gagner à l'un et à l'autre. Il faut donc proposer la question en cette sorte, étant proposé 2 joueurs, à chacun desquels il manque un certain nombre de parties pour achever, faire le parti. Alors, il y a parti avec un E, il y a parti sans E, hein, il faut faire aussi la part des choses. À la suite de quoi, Pascal décrit la méthode de Fermat. Et on le sent très embarrassé, parce qu'en fait, la méthode de Fermat, il n'est pas d'accord, il ne la comprend pas. Je ne peux vous ouvrir ma pensée entière touchant les parties de plusieurs joueurs par l'ordinaire passé, par la poste, et même j'ai quelques répugnances à le faire, de peur qu'en ceci, cette admirable convenance qui était entre nous et qui m'était si chère, ne commence à se démentir, car je crains que nous soyons de différents avis sur le sujet. Et alors il se met à raconter à Fermat sa propre méthode. Et je pense que vous le remarquez, tout ça c'est dit de manière très claire et en toutes lettres. Si 2 joueurs jouent en plusieurs parties, etc., s'il manque 2 parties au premier et 3 au second, pour trouver le parti, il faut, dites-vous, voir en combien de parties le jeu sera décidé absolument. C'est-à-dire, si on continue le jeu, eh bien, combien de parties maximales
on fera avant que le jeu soit décidé. Alors, je vous ai mis, s'il manque 2 parties au joueur A et 3 au joueur B, la condition de jeu le plus long, eh bien, c'est que A a gagné une partie et B en a gagné 2, puisque au coup suivant, il y en a un des deux qui n'aura plus de partie à gagner. Donc, il dit, en 4 parties, vous concluez eh bien, que le jeu sera décidé. Et il fait le tableau, donc Fermat dit, bon, mais 4 parties, on a 2 joueurs, A et B, qu'est-ce qui peut se passer pour 4 parties? Eh bien, il y a 16 possibilités en 4 parties qui sont listées ici. Et quels sont les cas qui font gagner le joueur le premier et quels sont les cas qui font gagner le second? Eh bien, c'est écrit à droite, il y a 11 issues favorables à A et il y en a 5 que j'ai notées par des flèches favorables à B. Voilà ce qui se passe pour 2 joueurs. Alors là, Pascal est d'accord, il a trouvé la même chose. Maintenant, pour 3 joueurs, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on suppose qu'il manque une partie au premier, 2 au second et 2 au troisième. Alors, en 3 parties, suivant le même raisonnement, le jeu sera décidé. On a pour 3 parties 27 configurations possibles, 3 puissance 3. Et parmi ces configurations, voilà les résultats possibles. Alors, c'est là qu'il y a un problème parce que, en fait, si vous avez, je vais passer à la diapo suivante, si vous avez le cas ACC, eh bien, il manquait une partie au joueur A, il en manquait 2 au joueur C. Donc Pascal dit, mais dans ce cas, ce sont les 2 qui gagnent. Donc il faut partager en 2. Et Fermat lui répond, mais non, parce que quand vous dites que la combinaison ACC est bonne pour le premier et le troisième, il semble que vous ne vous souveniez plus que tout ce qui se fait après que l'un des joueurs a gagné ne sert plus de rien. Or, cette combinaison ayant fait gagner le premier dès la première partie, qu'importe que le troisième en gagne 2 ensuite, puisque quand il en gagnerait 30, tout cela serait superflu. Voilà. C'est une fiction, ce sont des parties feintes qu'on ne va pas forcément jouer. Bon, après, je passe là-dessus, parce qu'autrement, je n'aurais pas le temps. Et quand il explique ça à Pascal, donc Pascal lui répond, eh bien, votre dernière lettre m'a parfaitement satisfait, j'admire votre méthode concernant les parties, d'autant mieux que je l'entends fort bien. Elle est entièrement vôtre et n'a rien de commun avec la mienne et arrive au même but facilement. Voilà notre intelligence rétablie. Alors, c'est vrai que leurs méthodes sont de nature très différente, puisque la méthode de Pascal, c'est une méthode, vous l'avez vu, on voulait résoudre le cas 1,0. Il est parti du cas 2,1, donc on explore l'avenir pour revenir au présent, c'est-à-dire c'est un mouvement qui est contraire à l'habitude de penser. Et donc, il parvient au résultat comme cela, de proche en proche. Ce qu'il met en évidence, Pascal, c'est l'idée d'espérance. Quelle espérance de gain chaque joueur va avoir. Et bon, ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Le résultat du parti, ça donne la juste mise à remettre en jeu si on parie sur la suite en continuant le jeu. Alors, du côté de Fermat, eh bien, Fermat, il inventorie le futur de manière abstraite en faisant apparaître tout l'univers des possibles, c'est-à-dire ce qu'il appelle tous les hasards. Et ensuite, eh bien, il compte. Alors, comment a fait Fermat? Comme on ne sait absolument pas, on n'a absolument pas de détails ni de commentaires, peut-être que Fermat n'a fait que compter les cas favorables à l'un, les cas favorables à l'autre.
Mais la solution de Fermat, vous voyez, elle est d'emblée générale et elle peut être adaptée à un nombre quelconque de joueurs. Alors, Fermat ne fait, je l'ai dit, pas de commentaires. Enfin, mon opinion, c'est que Fermat, il a travaillé en mathématicien, en arithméticien, en amateur de théorie des nombres. Et à cette époque, il est très intéressé par les propriétés des nombres entiers. Et c'est 3 ans plus tard, en 1657, qu'il va proposer des défis sur les nombres à tous les mathématiciens d'Europe. Quant à Pascal, dans une adresse à l'illustre Académie parisienne de mathématiques, la suite de l'Académie Mersenne, dans laquelle il dit un petit peu quels sont ses travaux en cours, eh bien, il parle de ce problème en disant que c'est une recherche toute nouvelle qui porte sur une matière entièrement inexplorée, à savoir sur les combinaisons du hasard dans les jeux qui lui sont soumis, ce qu'on appelle, etc., faire le parti des jeux, où l'incertitude de la fortune est si bien dominée par la rigueur du calcul que de 2 joueurs, chacun se voit toujours assigner exactement ce qui lui revient en justice. Donc vous voyez ce double vocabulaire de juriste, ensuite ce déterminisme, les mathématiques règlent le problème, l'incertitude de la fortune qui est opposée à la rigueur du calcul. Et il ajoute la question aérée et incertaine jusqu'à ce jour, mais maintenant, si elle a été rebelle à l'expérience, elle n'a pu échapper à l'empire de la raison. Car nous l'avons réduite en art. Alors, la notion d'art, c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire l'œuvre de l'artisan. Nous l'avons réduite en art, et avec une telle sûreté grâce à la géométrie qu'ayant reçu part à la certitude de celle-ci, elle progresse désormais avec audace et que par l'union ainsi réalisée entre les démonstrations des mathématiques et l'incertitude du hasard, et par la conciliation entre les contraires apparents, elle peut tirer son nom de part et d'autre et s'arroger à bon droit ce titre stupéfiant de géométrie du hasard. Voilà. Alors, Pascal dit la question aérée, incertaine, jusqu'à ce jour. Alors, est-ce que, la question moi, que je me suis posée, c'est est-ce que Pascal avait entendu parler de ce problème dans des textes ou pas? Est-ce que c'était un problème nouveau? Quand on regarde les mathématiques qui précèdent, on trouve toute une tradition de mathématiques qui naît et progresse et évolue en Italie et qu'on appelle la BAC. Alors qu'est-ce que c'est? C'est cette tradition de la BAC, eh bien, elle est née dans un contexte commercial, dans un contexte où les affaires se multipliant de plus en plus et devenant de plus en plus complexes, eh bien, on est obligé de proposer des mathématiques un petit peu plus difficiles aux marchands. Donc, on forme les marchands. Donc, vous voyez ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend à compter et ensuite, on leur apprend à résoudre des problèmes. Alors, il y a une règle d'or qui est la proportionnalité. Et quand je dis règle d'or, on l'appelle la règle d'or du marchand et on l'appelle aussi la règle des marchands. Et donc, ce problème des parties, eh bien, on le connaît actuellement dans à peu près une petite dizaine de textes qui appartiennent tous à cette tradition ou que l'on rencontre chez des auteurs qui connaissent cette tradition. Et le problème semble avoir été populaire parce que les auteurs, dans leur texte, dans la résolution, critiquent des solutions antérieures. C'est donc dans un contexte de risque financier et commercial que sont inscrits ces problèmes. Voilà. Alors, dans ce contexte, c'est-à-dire celui des sociétés
qui amène, où les actionnaires amènent chacun une certaine somme et ensuite, quand ils se quittent, quand la société est terminée, se partagent les bénéfices ou les pertes. C'est à cette époque que les contrats commerciaux vont se développer, les assurances aussi, et même avant ça. Et donc, le problème des parties, on peut le lire dans ce contexte comme l'habillage d'une rupture, la traduction, si vous voulez, d'une rupture de contrat. Or, c'est très courant dans ce corpus que des problèmes qui ont un intérêt très pratique soient présentés de manière ludique, donc avec un habillage plus ou moins drôle, etc. Donc voilà comment on peut lire le problème des parties dans ce contexte-là. Alors il y a plusieurs auteurs, je vais passer un peu rapidement, mais le premier, c'est un des auteurs, un des mathématiciens les plus connus en Italie au XVe siècle, et il fait jouer une brigade à la paume. Donc vous remarquerez que normalement, la paume, ce n'est pas un jeu de hasard, mais on doit supposer, ça n'est jamais dit, que les adversaires sont de même niveau. Et alors un incident survient, force les soldats à interrompre la partie. Et il demande comment faire le partage. Et le partage, il le fait proportionnellement aux parties qui ont été gagnées. Et pour faire ce partage, il utilise une règle basée sur la proportionnalité qu'on appelle la règle de compagnie et qu'on utilise pour calculer ce qui revient à chacun dans les sociétés au moment où la société est dissoute. Pacioli envisage le nombre total de parties à jouer, mais en fait, il ne l'utilise pas dans ses calculs. Un autre mathématicien, ou maître d'abac plutôt, qui est d'une famille vraiment de maîtres d'abac, il reprend le même jeu et il dit « Il y a deux façons pour cette raison. Cette raison, ça peut vouloir dire résolution ou calcul dans le langage de l'époque. L'une est de faire la raison sur ce qui est fait et l'autre sur ce qui est à faire. Et il fait les deux. Et pour ce qui est à faire, il le fait inversement proportionnel, de manière inversement proportionnelle aux parties qui restent à jouer. Et il ajoute quelque chose qui est assez courant dans les réflexions de ces textes. Comme c'est un jeu de hasard, on ne peut dire de manière sûre laquelle est la véritable solution. Tartaglia, qui est un grand algébriste du XVIe siècle, et pas que, ce qu'il dit, la résolution d'une telle question est davantage d'ordre judiciaire que rationnel, et de quelque manière qu'on veuille le résoudre, on y trouvera sujet à litige. Et il ajoute qu'il méprise ce sujet, bien que soient nombreux ceux qui prennent plaisir à de semblables futilités. Cardan, qui a bataillé avec Tartaglia sur la résolution des équations du troisième degré, qui est un joueur invétéré, qui est médecin, qui est mathématicien, etc., et est le premier à mettre clairement en évidence que dans les jeux, il ne faut considérer rien d'autre que ce qu'il manque pour terminer la partie. Voilà. Et si la partie reprend, chacun misera la somme reçue, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement ce que Pascal a dit. Voilà. Alors, le problème, c'est que, Cardan, après, il se lance dans des calculs impossibles, bref. Mais depuis à peu près une vingtaine d'années, on a trouvé d'autres textes qui datent de la moitié du XVe siècle pour le premier, et en fait, dans lequel, c'est un jeu en 3 parties gagnantes, la méthode est exactement une méthode que j'appelle pascalienne. À la différence de Pascal, et ça c'est fondamental, c'est qu'aucun principe n'est clairement édicté.
Et l'auteur anonyme dit que ce problème, ces choses sont très belles à savoir bien faire, ce sont des choses dont il faut être fier entre tous les maîtres du monde, et il ajoute aussi, eh bien, c'est peut-être un texte pour des élèves, vous le garderez pour vous, vous ne diffuserez pas la solution. Et enfin, un texte alors assez extraordinaire de la fin du XIVe siècle, ou début du XVe, deux joueurs qui jouent aux échecs, donc encore un jeu qui n'est absolument pas un jeu de hasard. Et dans ce problème, eh bien, l'auteur le résout algébriquement. Il dit, ben voilà, qu'est-ce que le joueur A gagne sur le joueur B? En gagnant une partie, il gagne X sur le joueur B. Et il va faire un arbre à la méthode de Pascal, où il déclinera les états intermédiaires en fonction de X, et à la fin, eh bien, ça lui donnera une équation qui lui permettra de calculer X. Alors, cette méthode, moi, à ma connaissance, bon, ça fait un moment que je ne les avais pas regardées, mais je n'ai rien trouvé de nouveau là-dessus. Cette méthode est une méthode donc directe qui part du début du problème à la fin, et c'est le seul endroit où on la rencontre, et qui donne les mêmes résultats que Pascal et Fermat. Donc, quand on regarde le bilan de ces problèmes des parties avant 1654, bien, déjà, comme je le disais, le contexte de production de ces textes est un contexte de risque. Quand on les résout de manière erronée, c'est très souvent parce qu'on est dans un environnement où on utilise la proportionnalité, qui n'est pas adéquate ici, sur les jeux gagnés. Ensuite, comme je le disais, les contrats aléatoires prennent de plus en plus de place dans la société, et il s'agit d'organiser l'échange d'une valeur certaine contre une valeur incertaine. Dans l'avenir, bien sûr, en quantifiant le péril. Ça peut être des questions d'un financier, n'importe, qui arme un bateau. Il a des marchandises qu'il va porter au loin, et il a à bord un marchand qui va gérer ces marchandises. Voilà, ça peut être cette situation, ça peut être des situations de société comme tout à l'heure. Donc, c'est des situations dans lesquelles on doit quantifier le péril. Or, quantifier le péril, eh bien, c'est bien ce que Pascal et Fermat font à travers le problème des parties. Mais ces textes regorgent de jugements subjectifs, c'est-à-dire la notion d'esthétique, la notion de futilité, comme je vous l'ai donné, et surtout qu'on ne peut pas avoir une solution unique à ce problème, parce que les solutions sont diverses, et en fait, eh bien, il faudra se réunir et choisir la solution la plus équitable, celle qui sera la moins litigieuse. Mais on n'arrivera jamais à une équité et à l'unicité de la solution. Et enfin, il y a cette idée de la fortune, donc du hasard, de la contingence qui est très présente. La fortune est capricieuse, elle peut se retourner facilement. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement, 1654, est-ce qu'il est licite de dire qu'en 1654, on peut voir la naissance du calcul des probabilités? Bon, quand on regarde le traitement du problème par Fermat et Pascal, il n'y a plus d'environnement ludique, il n'y a plus de fioritures dans les énoncés. On se penche sur le problème
en mathématicien, Pascal en connaisseur des nombres, et Pascal, Fermat, pardon, en connaissance des nombres, et Fermat, sans doute, a fait jouer tout ce qu'il savait sur les combinaisons. Et Pascal, lui, il est beaucoup plus explicite, et il oppose à la fois, Pascal, Fermat sont des milieux de juristes, peut-être que ce n'est pas innocent, et il fait donc l'opposition entre certitude de la mathématique et incertitude de la fortune. Donc on voit vraiment se mettre en place un nouveau champ du savoir rationnel qu'on peut appeler la mathématique du probable, donc je le répète, fondée sur le calcul d'une situation incertaine, c'est-à-dire un calcul du risque. Alors, le deuxième argument pour dire oui à 1654, comme date de naissance, c'est que les échanges entre Pascal et Fermat se sont poursuivis après 1954 jusqu'en 1660. Et ceci, malgré, j'ai noté le retrait du monde de Pascal. Pourquoi ? Parce que Pascal, en novembre 1654, il a dans la nuit une révélation mystique qu'on a appelée la nuit de feu. Il écrit un texte qui est conservé sous le nom de mémorial, qu'il coud dans son pourpoint et qui sera retrouvé à sa mort. Et après cette nuit mystique, le comportement, si vous voulez, de Pascal par rapport aux sciences est complètement différent. C'est-à-dire que Pascal va continuer à s'intéresser aux sciences, mais pas du tout dans l'optique de briller par ses résultats, dans un intérêt personnel, disons. Voilà. Et ces échanges qui vont se poursuivre indirectement entre Pascal et Fermat vont aussi se poursuivre encore par l'intermédiaire de Carcaville. Et ils amorcent aussi l'intérêt de la communauté savante pour un traitement mathématique de l'incertain, toujours à partir des jeux de hasard. Alors je reviens à ici à cette carte-là, et vont intervenir maintenant toujours Robert Val dans les discussions, et puis un personnage très important, un excellent mathématicien, physicien, astronome, en la personne du Hollandais Christian Huygens. Christian Huygens va venir passer quelques mois à Paris en 1655 pour rencontrer les savants, et il va discuter avec Robert Val et avec d'autres, et notamment avec l'avocat au Parlement de Paris, Claude Milon, qui s'intéresse aussi aux mathématiques et qui joue le rôle de transmetteur. Il va s'intéresser au problème des jeux de hasard. Alors, Milon écrit à Huygens en 1657 « Quoiqu'il est très difficile d'aborder M. Pascal et qu'il soit tout à fait retiré pour se donner entièrement à la dévotion, il n'a pas perdu de vue les mathématiques. Lorsque M. de Carcaville le peut rencontrer et qu'il lui propose quelques questions, il ne lui en refuse pas la solution, et principalement dans le sujet des jeux de hasard qu'il a le premier mis sur le tapis. » Donc vous voyez que Milon nous redit qu'il y a une communication entre ces hommes à cette époque. Voilà. Et Christian Huygens, à son retour à La Haye, écrit le premier traité consacré aux jeux de hasard, du calcul dans les jeux de hasard, dans sa langue maternelle et ensuite et en latin. Donc c'est le premier traité consacré à la mathématique du hasard, et ce qui m'intéresse dans ce traité, c'est que Huygens propose 14 propositions, et que dans ces 14 propositions, les 12 premières ont été débattues par Fermat, par Pascal, via Carcaville, etc. Donc il a tiré vraiment un bénéfice énorme de toutes ces discussions, et il a eu le mérite, et aussi, bien sûr, c'est un énorme mathématicien, donc
de faire un traité, le premier traité sur les jeux de hasard. Voilà. Et ce traité, il se termine par 5 problèmes à résoudre. Et ces 5 problèmes à résoudre vont aussi appâter les mathématiciens suivants, c'est-à-dire des 2 premières décennies du XVIIIe siècle, qui vont travailler à partir de là et vraiment installer le calcul des probabilités. Voilà, donc je termine sur la rencontre Pascal-Fermat prévue en 1660 par une lettre que je vous encourage vraiment à lire en entier parce que c'est une lettre très profonde, superbe. Et bon, moi j'en ai mis quelques extraits seulement ici. Il commence à remercier Fermat de sa proposition et il lui dit « Je vous dirais donc, monsieur, que si j'étais en santé, je serais volé à Toulouse et que je n'aurais pas souffert qu'un homme comme vous eût fait un pas pour un homme comme moi. Je vous dirais aussi que quoi que vous soyez celui de toute l'Europe, que je tiens pour le plus grand géomètre, ce ne serait pas cette qualité-là qui m'aurait attiré, mais que je me figure tant d'esprit et d'honnêteté en votre conversation que c'est pour cela que je vous rechercherai. Parce que la géométrie, c'est un métier. Pascal dit, c'est le plus beau métier du monde, mais enfin, ce n'est qu'un métier. Ce qu'on produit, c'est ce que produirait un bon artisan. De sorte que je ne ferai pas 2 pas pour la géométrie. La géométrie, vous savez, à cette époque, c'est les mathématiques. Hein, ça englobe toutes les mathématiques. Donc vous voyez que Pascal est passé à autre chose. Il le dit, il effleure le sujet, il est bon, dans l'esprit de son temps, délicat. Il n'y a maintenant ceci de plus en moi, que je suis dans des études si éloignées de cet esprit-là, qu'à peine me souviens-je qu'il y en ait. Donc Pascal s'est consacré entièrement à la religion, à la foi, et l'argument suivant, c'est que je suis si faible que je ne puis marcher sans bâton, je ne puis même faire que 3 ou 4 lieues au plus en carrosse, et voilà, monsieur, tout l'état de ma vie présente, dont je suis obligée de vous rendre compte pour vous assurer de l'impossibilité où je suis de recevoir l'honneur que vous daignez m'offrir. Voilà. Alors j'avais une autre, bon, je la propose quand même. Cette diapositive, j'ai réuni 2 extraits, l'un de Fermat, l'autre de Pascal, qui montrent quand même qu'ils ajustent très bien leurs pensées et qu'ils sont vraiment en harmonie. Fermat dit à Pascal, je suis dans l'admiration de quoi nos pensées s'ajustent si exactement qu'il semble qu'elles aient pris une même route et fait un même chemin. Je suis persuadée que le vrai moyen pour s'empêcher de faillir est celui de concourir avec vous, toujours la coopération. Mais si j'en disais davantage, la chose tiendrait du compliment et nous avons banni cet ennemi des conversations douces et aisées. Et Pascal, à un autre endroit, qui n'est pas une lettre, écrit à propos d'une proposition sur les ordres numériques, cette même proposition que je viens de rouler en plusieurs sortes est tombée dans la pensée de notre célèbre conseiller de Toulouse, M. de Fermat, et ce qui est admirable, sans qu'il m'en eût donné la moindre lumière, ni moi à lui, il écrivait dans sa province ce que j'inventais à Paris, heure pour heure, comme nos lettres écrites, et reçues en même temps le témoin. Voilà, c'est beau, hein ? Donc voilà, je vais m'arrêter sur ces belles phrases et je vous remercie.